Révision de sciences et technologies de quatrième secondaire. Dans cette vidéo, nous allons réviser l'univers Terre-Espace en vue de nous préparer à l'examen de fin d'année. Pour avoir ce document en format PDF, vous pouvez vous rendre sur le site internet patiosciences.com, l'onglet STE. Vous aurez un sous-onglet avec révision de ST et aussi de STE. Donc, vous allez retrouver le document en format PDF. L'examen aura 25 questions au total. L'univers Terre-Espace représente 20% de l'examen. Chaque question, c'est 4 points par bonne réponse. La section A, ce sont des choix de réponse. La section B, de petits développements. La section C, c'est l'analyse technologique. Dans l'examen, on vous remet toujours un tableau dans lequel on retrouve les formules, des constantes. Vous avez toujours aussi le tableau périodique. Nous commençons la révision de l'univers Terre-Espace. On va commencer par le cycle du carbone. Le carbone est présent dans plusieurs molécules. La molécule de méthane, par exemple. La molécule de dioxyde de carbone. Le cycle du carbone, il est en lien avec le pergélisol. Nous allons parler du pergélisol. Il est en lien avec l'effet de serre, avec les ressources énergétiques, avec la combustion, la photosynthèse et la respiration. Nous allons voir différents liens. J'ai un schéma ici. Je vais ajouter différentes flèches représentant le cycle du carbone. En fait, le cycle du carbone va de l'atmosphère vers la lithosphère ou de la lithosphère vers l'atmosphère. Donc, lithosphère, c'est tout ce qui est sur la Terre, donc litho. Vous avez l'hydrosphère. Donc, c'est les échanges. Ce sont finalement les échanges du carbone vont se faire avec l'atmosphère, l'hydrosphère et la lithosphère. Donc, de quelle façon? Alors, dans votre document, on va aller voir ici la flèche numéro 1 que nous allons tracer sur notre schéma qui va représenter la photosynthèse. Une formule chimique, une équation chimique qu'il faut retenir par cœur, c'est celle de la photosynthèse. On peut voir que le carbone, du côté des réactifs, est présent dans la molécule de CO2. Nous avons besoin pour faire la photosynthèse de l'énergie, ça peut être l'énergie du soleil, et la plante, lorsqu'elle fait de la photosynthèse, c'est pour assurer sa croissance, parce qu'en fait, elle fait sa nourriture, le sucre. Donc, vous avez ici un sucre qui est formé. Donc, on voit bien ici le cycle du carbone. Et voilà. Alors, de quelle façon, sur le schéma, on va revenir au schéma, de quelle façon allons-nous représenter la photosynthèse? Alors, la photosynthèse, c'est qu'on prend le CO2 de l'atmosphère et la plante l'absorbe dans le but de faire sa nourriture. Attention, nous avons aussi des plantes qui sont dans l'eau, des algues par exemple, donc des plantes aquatiques qu'on retrouve dans l'eau. Alors, nous allons retrouver aussi la photosynthèse qui va se faire de l'atmosphère à ce moment-là vers l'hydrosphère. Alors, les algues, les plantes terrestres vont faire circuler le carbone en prenant le carbone contenu dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone, donc ici on a vraiment le CO2, vont faire une réaction de photosynthèse dans le but de transformer cet apport-là en carbone en nourriture. Donc, elles vont faire
du sucre pour permettre leur croissance. Donc, si voyez-vous, donc on va numéroter ces flèches-là par le numéro 1. Donc, ici, le carbone va de l'atmosphère vers, finalement, la lithosphère ou de l'atmosphère vers l'hydrosphère. Lorsque nous avons la photosynthèse, la réaction de photosynthèse. Par la suite, la réaction inverse de la photosynthèse, c'est la respiration. Donc les cellules, donc la respiration cellulaire, on a besoin de respirer pour se maintenir en vie. Les plantes, les animaux, les humains ont besoin de faire la réaction inverse de la photosynthèse. Donc si vous remarquez, les produits deviennent des réactifs. Donc les produits de la photosynthèse deviennent les réactifs de la réaction de respiration. Alors ici, on voit la source de carbone, on va brûler lors de la respiration cellulaire. Nous allons brûler avec l'oxygène du sucre, qui lui est une source de carbone qu'on peut voir ici. Et lorsque nous allons expirer, nous allons retourner dans l'atmosphère le carbone sous forme de CO2. Allons le représenter sur notre schéma. Sur notre schéma, on peut retrouver une flèche qui part d'un être vivant, par exemple ici l'humain, vers l'atmosphère. Donc, ça veut dire que le cycle du carbone se fait de la respiration et on va le retrouver sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Même chose pour le cochon. Le cochon va respirer. L'arbre va respirer aussi la nuit venue. Donc, on peut, même au niveau des organismes qui sont dans l'eau, on va avoir de la respiration. Donc, la respiration, on va la numéroter avec un 2. Tout à l'heure, j'avais oublié, je vais le faire tout de suite, j'avais oublié de mettre la flèche qui va de l'atmosphère vers l'arbre. Alors ici, la flèche, c'était la flèche numéro 1 qui correspondait à la photosynthèse, à la réaction de photosynthèse. La numéro 2, donc le cochon, il respire, les animaux respirent. Les plantes aquatiques aussi, je ne l'ai pas mis la flèche, mais les plantes aquatiques aussi. Nous avons les poissons. Alors, cette source de carbone, au niveau de la respiration, va se retrouver dans l'atmosphère sous forme de CO2. On peut l'ajouter, donc tout ce qui est plantes aquatiques qui va respirer. Alors, vous avez les flèches qui représentent les deux réactions, celle de la photosynthèse et celle de la respiration. Maintenant, allons voir le cycle du carbone. Je ne vais pas identifier de flèche, mais je vais l'expliquer. Les herbivores absorbent le carbone en mangeant des végétaux. Donc les herbivores, comme le lièvre, par exemple. Et nous savons que les êtres vivants contiennent du carbone, sont une source de carbone. Alors, les végétaux, les plantes, sont vivantes. Elles contiennent du carbone. L'herbivore, lorsqu'il va les manger, ces végétaux-là, donc le cycle du carbone va se faire du végétal vers l'herbivore. Et par la suite, lorsque le carnivore, par exemple un renard qui va manger un lièvre, lorsque le carnivore va manger l'herbivore, il va avoir aussi une source de carbone, puisque le carbone est allé du végétal vers l'herbivore. Par la suite, l'herbivore, sa source de carbone va aller vers le carnivore. Bien entendu, le carnivore, lorsqu'il va décéder, il va y avoir de la décomposition et sa source de carbone va se retrouver au sol. Alors, le carnivore absorbe le carbone en mangeant les herbivores. Les organismes vivants produisent aussi des déchets organiques. À ce moment-là, il y a rejet de méthane. Alors, si nous retournons dans notre petit schéma, alors si le cochon fait ses petits déchets organiques, nous allons avoir du méthane. Ce méthane, on va le répéter,
On sait que c'est un gaz beaucoup plus puissant que le CO2, un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant. Donc, le méthane va se retrouver dans l'atmosphère. Même chose pour les humains. En fait, tous les déchets organiques vont produire sont une source de méthane et ce méthane, nous allons le retrouver dans l'atmosphère. Pardon. Le méthane, je le répète, 20 à 25 fois plus puissant comme gaz à effet de serre que le dioxyde de carbone. Les organismes vivants, on l'a mentionné, donc on voit la source de carbone, donc on retrouve dans les déchets, produisent des déchets qui se retrouvent dans l'atmosphère. La flèche numéro 3, nous allons l'illustrer, en fait, c'est les dépôts calcaires ou carbonate de calcium. Le carbone est présent dans les squelettes et les coquilles, qui est, soit dit en passant, une portion géochimique. J'ai oublié de le mentionner, là. Mais tout ce qui est en lien avec les êtres vivants, hein, le mot bio veut dire vie, ça fait partie du cycle, en fait, de la portion du cycle de vie qui est la portion biochimique. Donc, la respiration, la photosynthèse, ça se fait par des organismes vivants. Lorsqu'on mange, hein, c'est des organismes vivants. Nous sommes dans le cycle biochimique du carbone ici. Maintenant, on arrive dans la portion plutôt géochimique, qui est en lien avec le non-vivant. Alors ici, lorsque nous avons des coquilles, des coquillages, il y a formation de sédiments, pardon, et nous allons avoir la formation de roches carbonatées. Et la roche carbonatée, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner nos carburants, nos combustibles fossiles. Bien entendu, ça prend des millions d'années. Il y a une très grande pression sur ces roches carbonatées, une très grande température aussi, ça se fait au niveau de la Terre, à l'intérieur de la Terre. Donc, on va retrouver par la suite tous les combustibles fossiles qui vont être sous la forme CX, HY. Donc, par exemple, l'octane que vous mettez dans l'automobile pour faire fonctionner l'automobile. Donc, on voit, c'est l'octane, donc le C8H18. Donc, on voit la source de carbone. Alors ça vient de la Terre. Donc, c'est une portion géochimique. C'est pas une portion, c'est pas le vivant. Si nous allons représenter toujours sur notre schéma cette flèche, alors on pourrait la représenter ici, pardon, c'est que les coquillages vont se retrouver au bord de l'eau, dans l'eau. De toute façon, les vagues vont venir chercher le tout. On pourrait la représenter, cette flèche-là ici. Donc, la flèche numéro 3. Donc, on va avoir ici des couches. Donc, tous ces coquillages qui sont une source de carbonate de calcium, donc on a du carbone à l'intérieur, pardon, vont se retrouver sur la Terre finalement. Ici, c'est dans le fond de l'eau, mais c'est sur la Terre. Et on va avoir des dépôts de sédiments. Et ce qui va créer de la pression énorme. Et en plus, il va y avoir une température élevée. Alors, on peut inscrire numéro 3 ici. Alors, les petits sédiments. Donc, on va avoir finalement, avec des millions d'années, des roches carbonatées qui, elles, vont donner, en fait, les hydrocarbures. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour le cycle du carbone dans la partie qui est géochimique? Allons voir. Alors ici, la flèche numéro 4, c'est par la fusion, donc la fusion des roches carbonatées. En fait, les roches carbonatées, lors de la fusion, on va retrouver, donc elles vont se retrouver donc de solide à l'état liquide, avec des températures très très élevées, hein, au niveau de la Terre. Et ce carbone-là, qui est dans ces roches carbonatées, va retourner dans l'atmosphère. À quel moment?
lors des éruptions volcaniques. Alors, lors des éruptions volcaniques, supposons que nous avons un petit volcan ici au loin. Alors, les éruptions volcaniques, ça va représenter une source de carbone. En fait, les roches carbonatées vont être en fusion. On va avoir une éruption qui va se faire et ça va retourner à l'atmosphère, la source de CO2. La source de carbone sous forme de CO2. Alors, c'est notre flèche numéro 4. En fait, on pourrait ajouter des flèches comme plusieurs flèches parce que finalement, le cycle du carbone c'est très vaste, mais on retient quand même la photosynthèse, la respiration, donc c'est la combustion aussi, on va la voir dans quelques instants. Donc, c'est les principales qui reviennent souvent dans les questions. Alors ici, nous sommes rendus à la flèche numéro 5 et la flèche numéro 6. Je vais les faire les deux en même temps sur le schéma. Alors l'extraction, le raffinage, la combustion des combustibles fossiles, qu'est-ce que ça fait ça lorsqu'on fait l'extraction, lorsqu'on fait le raffinage, pardon? Bien, ça émet d'importantes quantités de gaz à effet de serre dans lesquels on retrouve une source de carbone. Donc encore là, le cycle du carbone est présent. Lorsqu'on extrait des carburants fossiles, lorsqu'on fait le raffinage, et en plus, il y a beaucoup de pollution, on peut polluer nos nappes phréatiques avec ça, donc en faisant le raffinage des sables bitumineux, par exemple. Lorsqu'on fait brûler l'essence dans les moteurs à essence, donc lorsqu'on fait brûler tout combustible fossile, ce que ça fait, c'est que ça émet du carbone sous forme de méthane, sous forme de CO2. On va aller l'inscrire tantôt. La flèche numéro 6, lorsque vous avez des incendies de forêt, ça émet une grande quantité de dioxyde de carbone. Nous sommes dans la portion géochimique ici. Donc, ce n'est pas des êtres vivants qui sont en cause, en fait, c'est des produits de la Terre, donc par exemple les hydrocarbures qui ont été formés avec les années, avec la pression et la température. Même chose pour les incendies de forêt, on peut avoir la foudre qui tombe sur une forêt. Alors, allons inscrire la flèche numéro 5 et la flèche numéro 6. Ici, je vais faire un petit gaz d'échappement pour montrer que le camion brûle de l'essence. Alors, la flèche, alors le C8H18 qui contient du carbone, lorsque ça va brûler, ça va se retrouver, hein, ce C8H18-là, hein, qui est la source de carbone, ça va se retrouver dans l'atmosphère, donc sous forme de dioxyde de carbone. Ensuite, nous avions la flèche, donc ça c'était la flèche numéro 5. On aurait pu faire aussi un puits de pétrole pour montrer l'extraction. Donc, le carbone, son cycle irait de la plateforme vers l'atmosphère, la plateforme d'extraction. Ensuite, nous avons les incendies de forêt. Donc, supposons que nous avons une petite forêt au loin et qui est en flammes. Alors, à ce moment-là, nous aurons que le carbone, parce que c'est quand même des matières organiques, le carbone va se retrouver lors de la combustion sous forme de CO2. Dans l'univers matériel, hein, on voit la réaction de combustion. Et voilà, donc on va revoir ces notions-là dans l'univers matériel. Donc ça complète le cycle du carbone. Alors le cycle du carbone, ce qu'il faut retenir, ça va de quelle partie de la biosphère à quelle partie de la biosphère. Par exemple, lorsqu'un personnage respire, un humain respire, ça va de pardon, la lithosphère vers l'atmosphère. Lorsqu'un hydrocarbure brûle, il a été pris dans la lithosphère, donc il va vers l'atmosphère. La photosynthèse, c'est l'inverse. Donc, ça va de l'atmosphère vers la lithosphère, dans le cas d'une plante qui respire, par exemple, ou de l'hydrosphère, dans le cas d'une plante qui est aquatique.
Donc, je pense que nous avons fait le tour du cycle du carbone. Allons voir maintenant l'effet de serre. L'effet de serre, ce qu'il faut retenir de l'effet de serre, c'est un phénomène tout à fait naturel. Et heureusement, car s'il n'y avait pas d'effet de serre naturel, la température moyenne de la Terre, donc la température moyenne de la Terre, serait autour de moins 18 degrés Celsius. L'effet de serre naturel nous permet de la maintenir, cette température-là, autour de 15 degrés Celsius. Donc, l'effet de serre contribue à la vie actuelle que nous retrouvons sur la planète Terre. On se souvient que l'abréviation de gaz à effet de serre, on les appelle les GES. Nous en avons qui sont présents naturellement. Nous avons des lacs, des ruisseaux, des rivières, de l'eau qui va s'évaporer. Donc, nous avons naturellement de la vapeur d'eau. Nous avons du dioxyde de carbone, on l'a vu avec le cycle du carbone, hein? Donc, en passant, le cycle du carbone, lorsque nous avons la formation du CO2, le gaz CO2, le dioxyde de carbone, c'est un des gaz à effet de serre qui est le plus produit par l'activité humaine. Donc, celui-là, il est vraiment produit. On l'ajoute au CO2 naturel, parce que le CO2 naturel, il y en a, là, il y en a parce qu'on a vu qu'il y avait la respiration des organismes vivants, etc. Là. Mais lorsque on en ajoute par l'activité humaine, ben, ça devient celui qu'on rajoute le plus aux gaz naturels, des gaz à effet de serre naturels. Donc, c'est le CO2 qui est produit, donc le plus produit. C'est le plus produit par l'activité humaine, par notre mode de vie. C'est le gaz à effet de serre qu'on produit le plus et qu'on rajoute par-dessus le gaz, le CO2 naturel produit là, naturellement. Il faut les apprendre par cœur, hein, ces gaz-là naturels. Donc, les gaz à effet de serre naturel, la vapeur d'eau à l'état gazeux, donc l'eau à l'état gazeux, le CO2, le méthane. On retient, on va le répéter souvent, le méthane. C'est celui qui est de 20 à 25 fois plus puissant que le CO2. Donc, c'est un gaz à effet de serre de 20 à 25 fois plus puissant que le CO2. Nous avons par la suite l'oxyde de diazote, qu'on peut appeler aussi le protoxyde d'azote. Donc, ce sont ces gaz que nous retrouvons à l'état naturel et c'est ce qui fait que nous avons dans l'atmosphère, en fait, comme une couverture qui empêche à l'énergie, à la chaleur, de sortir complètement, parce que sinon, on aurait vraiment une température basse. Alors, l'augmentation, qu'est-ce qu'elle fait, l'augmentation de l'effet de serre? Donc, si nous ajoutons des gaz à effet de serre à ceux déjà présents naturellement, eh bien, tout simplement, on va contribuer à augmenter la température de la planète Terre. Le plus abondant, c'est la vapeur d'eau. Donc, dans les gaz à effet de serre naturels, c'est la vapeur d'eau qui est le plus abondant. L'effet de serre naturel, comment ça s'explique? Nous avons les rayons ultraviolets du soleil. Les rayons ultraviolets du soleil frappent la planète, donc ils traversent. Alors ici, nous l'avons là, notre atmosphère
qui contient tous les gaz à effet de serre naturels. Ce sont ceux qui sont naturels. Alors, qu'arrive-t-il lorsque les rayons ultraviolets frappent cette atmosphère? Alors, certains d'entre eux vont toucher la Terre, donc vont arriver à la Terre. D'autres seront réfléchis par l'atmosphère qui contient les gaz à effet de serre. Par la suite, la Terre va absorber cette énergie-là venant du Soleil et ça va se réfléchir en radiation, en fait en radiation thermique, en chaleur. Donc la chaleur, ça devient en fait des rayons infrarouges. Donc les rayons infrarouges. Donc de chaleur. Les rayons infrarouges, c'est de la chaleur. Donc les rayons ultraviolets du Soleil sont absorbés par la Terre, puis la Terre, ça la réchauffe. Alors ces rayons, la Terre va en faire réfléchir vers l'atmosphère, mais en même temps, l'atmosphère va en faire réfléchir de ces rayons-là thermiques vers la Terre. Alors, il y a un équilibre qui se crée. On veut avoir, oui, de la chaleur qui va au-delà de l'atmosphère, mais on veut avoir de la chaleur qui reste au niveau de la Terre. Et c'est cet équilibre naturel-là qui fait que la température moyenne globale de la Terre se maintient autour de 15 degrés Celsius. Ça, c'est l'effet de serre naturel. Et ainsi de suite, le cycle continue. Alors, les rayons infrarouges qui auront été réfléchis par les gaz à effet de serre naturels vont se retrouver encore au niveau de la Terre, vont frapper la Terre, vont être réfléchis. Une certaine quantité va aller au-delà de l'atmosphère, mais il y a des rayons infrarouges qui vont être réfléchis vers la Terre. Donc, ce cycle-là continue. Alors, c'est ça l'effet de serre naturel. Maintenant, allons voir l'effet de serre qu'on appelle renforcé. Donc, celui qui est causé par nous, les humains, par les activités humaines, par l'ère industrielle, la combustion des carburants fossiles qui vont envoyer, par exemple, un surplus de CO2 dans l'atmosphère. Donc, ça va s'additionner avec le CO2 présent naturellement. Donc, on augmente les gaz à effet de serre avec notre mode de vie. Il y a donc plus de chaleur qui va rester emprisonnée au niveau du sol. La conséquence, nous allons avoir une augmentation de la température. Autre conséquence de l'augmentation de la température, ça va contribuer à la fonte des glaciers, à la fonte des banquises, à la fonte de notre sol gelé à l'année, le pergélisol. Par le fait même, ça va hausser le niveau des mers, ça va perturber les écosystèmes, donc on va perdre des végétaux, des animaux, on va avoir des écosystèmes perturbés. Ça va amener des périodes de sécheresse, il va faire plus chaud. Par le fait même des inondations importantes, parce que les niveaux d'eau vont augmenter. Alors, on ne veut pas ça. On ne veut pas cet effet de serre renforcé et causé par l'activité humaine. Donc, on ne veut pas ça. On va aller voir de quelle façon il est illustré sur le schéma. C'est la même chose. Nous avons les rayons ultraviolets du Soleil qui se dirigent vers la Terre, vers l'atmosphère. Quelques-uns sont réfléchis, quelques-uns atteignent la Terre. Mais là, c'est ça le problème, c'est que lorsque ça devient un rayonnement
infrarouge, donc de la chaleur. Par rapport au premier schéma, on remarque qu'il y a plus de chaleur emprisonnée par les gaz à effet de serre. Parce qu'en fait, là, nous avons nos gaz à effet de serre dans l'atmosphère, mais par nos activités humaines, nous augmentons cette quantité. Donc, ça fait en sorte que les rayons thermiques sont réfléchis davantage, donc il y a une plus grande quantité de rayons thermiques infrarouges qui sont réfléchis. Donc on n'a pas cet équilibre, on a brisé l'équilibre. Donc on n'a pas autant de rayons infrarouges qui vont retourner au-delà de l'atmosphère. Donc il y a plus de rayons infrarouges qui vont retourner vers la Terre. Et ainsi de suite dans le cycle ici, regardez, aucun rayon qui va vers l'atmosphère, donc tout est demeuré au niveau de la Terre. Par le fait même, la Terre, la planète Terre, va se réchauffer. Donc, il y a un équilibre qui s'est brisé. Allons maintenant parler du pergélisol, ce sol qui est gelé à l'année, les régions froides, on le retrouve dans les régions froides, le nord du Québec, par exemple. Donc, les régions froides dans le nord du Québec. Nous avons un pergélisol qui est gelé à l'année et avec le réchauffement climatique, on risque le dégel du pergélisol. Et ça, on ne veut pas ça. Alors, on va aller voir les parties on va aller voir sa définition. C'est la partie du sol considérée comme gelée en permanence, tout le temps, pendant au moins 2 années. Donc, si le sol a été gelé pendant au moins 2 années, on parle de pergélisol, il ne dégèle plus. Les conséquences du dégel du pergélisol. En passant une petite parenthèse, au niveau du terme conséquence, donc le mot conséquence, le mot impact, lorsqu'il est utilisé, on n'oublie pas qu'un impact, ça peut être positif ou négatif. Même chose au niveau des conséquences. Une conséquence peut être positive ou négative. Je voulais juste faire une parenthèse parce que souvent, lorsqu'on entend ces mots ou qu'on voit ces mots, on associe le négatif. Mais on peut avoir des impacts qui sont positifs et des impacts qui sont négatifs, comme on peut avoir des conséquences positives et des conséquences négatives. Allons voir le tableau des conséquences du dégel du pergélisol. Alors, si ce sol dégèle, il ne faut pas oublier qu'il renferme beaucoup de végétaux qui ont été donc qui ont été ensevelis lorsque la terre s'est gelée. Donc, on a des feuilles, on a toutes sortes de végétaux qui sont sous cette couche-là. Et c'est de la décomposition que ça va amener lorsque le pergélisol va fondre. Alors, toute décomposition, c'est une source de méthane. Donc, nous allons avoir du méthane qui va s'échapper de ces sols lorsque nous aurons le pergélisol qui va fondre. Alors, par le fait même, nous avons l'augmentation d'un des gaz à effet de serre qui est de 20 à 25 fois plus puissant que le CO2, le méthane. Alors, parce que ce que j'ai expliqué tantôt, lorsque le sol va dégeler, on a des matières végétales en décomposition et ça va aller vers l'atmosphère, cette source de carbone. Donc, voyez-vous comment que le cycle du carbone, il est lié avec le pergélisol. On a vu tantôt qu'il était lié avec, en fait, on va voir d'autres exemples tantôt avec avec lesquels le cycle du carbone y est lié. Donc, le dioxyde de carbone aussi, on va avoir une source de dioxyde de carbone qui va se retrouver dans l'atmosphère en surplus. Ça va contribuer au réchauffement de la planète par le fait même. On va augmenter, donc c'est parce qu'on va augmenter l'effet de serre qu'on va augmenter justement la température de la planète. Qu'est-ce que ça l'amène comme autre conséquence? En fait, ce sol-là, dans le nord du Québec, par exemple, les maisons, on ne creuse pas dans la terre pour faire les maisons. On les met sur pilotis, les maisons, parce que le sol est gelé. Donc, il ne bouge pas.
Hein? En théorie, il ne bouge pas. Donc, on va placer la maison sur des pilotis. On va avoir notre petite maison. Puis, il n'y a pas de crainte à avoir étant donné que le sol est gelé. Mais si ce sol se met à dégeler, alors nous aurons l'instabilité des sols. Ça va amener quoi? Ça va amener que les bâtiments vont devenir instables. Ça va amener que les routes vont se briser. Il va y avoir des glissements de terrain, etc. Et ça, on ne veut pas ça non plus. Qu'est-ce que nous allons avoir? Donc, c'est sûr que ça va changer, le dégel du pergélisol va changer la face des écosystèmes. Donc, dans une région donnée, on peut voir la végétation qui se met à pousser, alors qu'il y avait peu ou pas de végétation à cet endroit-là. Donc, ça va modifier à ce moment-là tous les écosystèmes de cette région. Il va y avoir des animaux qu'on n'avait pas avant, des plantes qu'il n'y avait pas du tout. Donc, voyez-vous les impacts ou les conséquences, c'est ce que nous retrouvons au niveau du pergélisol. Maintenant, allons voir les ressources énergétiques de la biosphère. Donc, les ressources énergétiques, c'est en lien, c'est beaucoup, l'univers Terre-Espace est beaucoup en lien avec l'environnement. Donc, souvent, les questions sont posées toujours dans un esprit environnemental. Est-ce qu'on va augmenter les gaz à effet de serre, par exemple, etc. Donc, c'est important aussi de connaître les ressources énergétiques de la biosphère. Alors, au niveau de la Terre, au niveau de l'eau, au niveau de l'air, qu'est-ce que nous avons comme ressources énergétiques? Lorsqu'on a besoin d'en parler, il faut en parler. Est-ce que ce sont des énergies renouvelables ou pas? Est-ce que ce sont des énergies qui vont former qui vont ajouter des gaz à effet de serre, qui vont produire des gaz à effet de serre? Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. On va au niveau de la lithosphère, nous avons la géothermie. Donc, la Terre, quand même, à certaines profondeurs, la Terre, on retrouve une température qui est plus élevée et qui est stable, et on peut exploiter cette énergie-là pour chauffer nos maisons, par exemple. Donc, les systèmes de géothermie, donc les thermopompes, par exemple. C'est une énergie renouvelable, puisque c'est la Terre qui nous donne cette chaleur-là, et ça ne produit pas de gaz à effet de serre. Bien entendu que le sol, faut avoir une température, dépendamment de la profondeur, qui est supérieure à 0 degré Celsius, sinon ce n'est pas avantageux. Nous avons les énergies fossiles, tout ce qui est carburant fossile, combustible fossile, le pétrole, les hydrocarbures, hein, les gaz, donc les gaz, le gaz naturel, etc. Alors ici, comme ça prend plusieurs années à se former, on dit de cette énergie qu'elle est non renouvelable. Et ça produit énormément de gaz à effet de serre lorsque nous avons l'exploitation ou la combustion de ces produits. Et je le rappelle, je l'ai mentionné tantôt, mais pour les énergies fossiles, on les appelle des énergies non renouvelables parce que ça prend des millions d'années à se former, ça prend des pressions énormes et des températures élevées pour arriver à faire les roches carbonatées et par la suite les hydrocarbures, le pétrole. Les combustibles radioactifs qui viennent de la Terre, donc on pense par exemple à l'uranium. L'uranium. Le Canada, en Ontario, nous sommes une source. Nous avons des mines d'uranium. Donc nous avons des quantités d'uranium qu'on peut exploiter. Même si on les appelle combustibles radioactifs, on ne les fait pas brûler. Donc, c'est plutôt une réaction nucléaire qui se fait. Donc, on ne les fait pas brûler. Donc, c'est au niveau des noyaux de l'atome que se fait la réaction. C'est une énergie, encore là, non renouvelable. Parce que l'uranium, c'est un métal qui est qu'on peut épuiser. Donc, c'est une énergie qui est non renouvelable. Par contre,
Lorsque nous avons dans un réacteur nucléaire, par exemple, une réaction nucléaire dans le but de produire beaucoup d'énergie pour faire de l'électricité, par exemple, nous n'avons pas de production de gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est un effet positif. Par contre, on se retrouve avec des déchets radioactifs. Alors, c'est ça la problématique avec les combustibles radioactifs, c'est qu'on se retrouve avec des déchets radioactifs et on sait que ceux-ci peuvent provoquer des mutations génétiques, des cancers, etc. Toujours dans la lithosphère, on en parle un peu moins, mais je voulais le mentionner, tout ce qui est le bois qu'on fait brûler pour se chauffer, par exemple. Tout ce qui vient de, de- donc qu'on peut faire brûler pour se chauffer, donc l'énergie qui provient du bois, du maïs, d'autres matières végétales. Bon, c'est renouvelable le bois, mais à condition que sa régénération soit égale ou inférieure à sa consommation. Donc, si par exemple, on va chercher dans le maïs euh, l'alcool qu'on a besoin pour faire brûler, pour faire de l'électricité, il faut s'assurer de replanter du maïs. Même chose pour le bois. Si on se chauffe au bois ou si on fait brûler des matières végétales dans le but de produire de l'électricité, il faut s'assurer de faire le reboisement à ce moment-là. Production de gaz à effet de serre. Donc, ça produit des gaz à effet de serre. Ben, c'est sûr, lorsqu'on coupe des arbres dans le but de les faire brûler, on peut avoir de l'érosion, donc il y a des impacts négatifs. Donc, il y a une grande pression aussi sur l'environnement. Il y a des pertes d'habitat pour des animaux, pour des végétaux aussi. Allons dans la section de la biosphère maintenant, l'hydrosphère. Au niveau de l'eau, les ressources énergétiques. Nous avons l'hydroélectricité comme au Québec. Alors, ça prend des barrages, des rivières. On met des barrages, les niveaux d'eau montent, l'eau monte, 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 et c'est de haut que l'eau va tomber dans le but, par l'énergie potentielle, dans le but de faire tourner une turbine qui, elle, est reliée à une génératrice et qui produit de l'électricité. Comme il y a toujours le cycle de l'eau, évaporation, condensation, les pluies, etc., c'est une énergie renouvelable et qui ne produit pas de gaz à effet de serre. L'énergie marémotrice. Cette énergie, si vous avez une mise en situation dans une question, par exemple, ça peut être une énergie qu'on peut utiliser, mais il faut avoir de grandes marées, comme au mont Saint-Michel en Europe. Donc, le mont Saint-Michel en Europe, nous avons des marées très, très hautes. Donc, on pourrait penser, par exemple, pour faire de l'énergie électrique, d'installer des énergies marémotrices. C'est des énergies renouvelables, puisque c'est dans la mer. Ça ne produit pas de gaz à effet de serre. Une autre énergie de l'hydrosphère, l'énergie des courants marins. Donc, encore là, ça prend une région avec de très grands courants marins. On peut penser à faire des hydroliennes, un peu le même principe que les éoliennes, mais les pales vont tourner avec les forts courants marins que nous avons dans la mer. Alors, c'est une énergie renouvelable qui ne produit pas de gaz à effet de serre. Allons voir maintenant l'atmosphère. Nous avons les éoliennes. C'est une énergie renouvelable. Ça ne produit pas de gaz à effet de serre. Nous avons l'énergie solaire. On a les panneaux solaires à cellules photovoltaïques. Ça produit de l'électricité. Hein, on peut même en acheter aujourd'hui dans les magasins. C'est une ressource renouvelable, parce que c'est le soleil, en fait, qui fait fonctionner ces panneaux. Ça ne produit pas de gaz à effet de serre. Nous avons aussi, avec l'énergie solaire, les panneaux solaires, mais thermiques ceux-là. Ils ne font pas de l'électricité, mais c'est pour produire de la chaleur. Par exemple, on veut réchauffer de l'eau. Donc, ça devient passif. On peut mettre, par exemple, des panneaux solaires sont de couleur foncée, sont de couleur noire. Euh,
On peut aussi, avec l'énergie solaire, prendre des tuyaux noirs pour chauffer de l'eau, par exemple, pour la piscine. Donc, c'est passif, c'est une énergie passive. Ça nous donne de la chaleur et c'est une énergie qui est renouvelable et qui ne produit pas de gaz à effet de serre. Nous avons le principe de thermopompe, cette fois-ci à air, qui ne produit pas d'électricité, mais qui produit de la chaleur. C'est une énergie aussi renouvelable et ça ne produit pas de gaz à effet de serre. Allons maintenant vers un autre concept qui est évalué à l'examen de fin d'année, le bassin versant. Nous savons que l'eau circule de l'amont vers l'aval. Le terme amont veut dire d'où vient l'eau et le terme aval désigne où l'eau va. Alors, on ne peut pas avoir, si nous avons par exemple un déversement toxique en ce point ici de notre bassin versant, on ne peut pas avoir une contamination en amont parce que l'eau ne circule pas du bas vers le haut, elle circule du haut vers le bas. Alors, les contextes de questions ici, souvent liés avec l'environnement, donc on peut avoir un produit toxique qui est répandu ici au point A et on peut vous demander est-ce qu'au point C, est-ce qu'au point B, qui se retrouve ici dans notre bassin versant, est-ce qu'on peut avoir une contamination? Alors, si le produit a été jeté ici dans l'eau, l'eau va circuler de l'amont vers l'aval. Elle va donc contaminer la ville C, par exemple, si c'est une ville, l'eau de la ville C, mais elle ne contaminera pas, donc cette eau-là qui est contaminée ne pourra pas remonter à la ville B, par exemple. Donc, il n'y aura pas de contamination de la ville B si jamais on a justifié tout simplement de mentionner que l'eau ne circule pas de l'aval vers l'amont, mais bien de l'amont vers l'aval. Ensuite, on peut aborder aussi avec notre bassin versant, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité humaine qui peut favoriser, qui peut amener des impacts positifs ou des impacts négatifs. Par exemple, pour un bassin versant, si on augmente, on plante des arbres, donc on augmente la quantité des arbres, cela va avoir un impact positif. Donc, c'est même, dans les bassins versants, c'est même favorable de faire des plantations d'arbres. Parce qu'on sait que les arbres peuvent retenir par leurs racines la terre, mais aussi leurs racines peuvent contenir beaucoup d'eau. Donc, ça l'empêche l'érosion, l'envasement, donc de la vase, etc. Donc, on peut travailler un bassin versant. Donc, on peut reboiser. C'est un impact positif. Lorsque, par exemple, en agriculture, supposons que nous avons un champ ici et que nous faisons de l'irrigation, donc des petits fossés pour permettre au terrain d'avoir moins d'eau, de s'inonder en eau. Alors ça, c'est un impact positif pour le cultivateur, mais attention, tout ce qu'on épand dans un champ, pesticides, herbicides, etc., donc insecticides, va se retrouver dans le bassin versant à cause de l'eau de ruissellement. Pour les cultivateurs aussi, l'utilisation des engrais en agriculture. Donc, comme les terres se drainent lorsqu'il pleut, ça va se retrouver dans les cours d'eau. En passant au niveau des bassins versants, on ne le voit pas dans ce bassin versant, mais nous avons aussi les nappes souterraines. Donc, on n'oublie pas que c'est perméable, la terre. Et lorsqu'on contamine aussi un cours d'eau, une partie de terre, il y a une partie de l'eau qui se retrouve dans la nappe phréatique. Et la nappe phréatique, qui est dans le fond, qui est sous la terre, s'écoule de la même façon que l'eau qu'on voit là, sur le bassin versant. Donc, il y a aussi des niveaux plus élevés, moins élevés au niveau de la nappe phréatique. Alors, ce que je mentionnais, c'était les engrais. Donc, utiliser des engrais par le lessivage, ça va se retrouver dans nos eaux. Et ça, ben, on va avoir la formation des algues. Ça va détruire certains écosystèmes pour certaines espèces aquatiques qui vont finalement comme disparaître.
Ce que nous avons aussi, c'est, on l'a mentionné tantôt, on peut avoir un produit toxique qui est déversé par une usine, par exemple, et qui se retrouve dans le bassin versant. Donc, ça va contaminer tout ce qui va se retrouver en aval. On va aller voir l'activité humaine ayant un impact sur le bassin versant. J'en ai donné, là. J'ai donné des impacts positifs, j'ai donné des impacts négatifs. Alors, j'en ai parlé tantôt. J'ai parlé tantôt du reboisement. Mais à l'inverse, si on fait la déforestation, là, on va avoir des problèmes. Donc, moins de racines d'arbres pour contenir l'eau, donc plus d'inondations, moins de racines d'arbres pour tenir la terre, donc on va avoir de la vase on va avoir des glissements de terrain et on va avoir aussi que les sols vont s'irriguer, donc de l'eau qui va ruisseler, donc qui va se retrouver dans le bassin versant. En agriculture, je l'ai mentionné tantôt. Donc, lorsqu'on met de l'engrais, donc là, ici, on va avoir donc l'engrais, là, ici, la fertilisation des... C'est ici que je voulais l'écrire, je m'excuse. Là. Donc, les engrais, donc la fertilisation des sols. Encore là, l'eau, lorsqu'il va pleuvoir, ça va ruisseler dans les cours d'eau et on va se retrouver avec de l'engrais. On pourrait penser aussi aux pesticides, je l'ai mentionné tantôt. Donc, tout ce qui est insecticides et herbicides, ou même fongicides, ce qui tue les champignons, ce qui tue les insectes, ce qui tue aussi les mauvaises herbes. Donc, ça aussi, ça va se retrouver au niveau du bassin versant par le ruissellement de l'eau. Les exploitations minières, donc lorsqu'on fait l'exploitation des minerais, donc on fragmente les roches, on lessive les roches, les minerais, ça contamine nos eaux de nos bassins versants, souterraines aussi, donc les eaux souterraines. Tout ce qui est urbanisation, donc lorsque on a une zone qu'on déboise dans le but de construire des entreprises, des maisons, donc, on fait même disparaître des marécages, on assèche certaines parties de terre dans le but de construire la maison parce qu'on peut faire du remplissage avec de la terre, avec du sable, dans le but de construire des maisons, dans le but de construire des usines, etc. Donc, l'urbanisation, ça l'assèche les marécages, ça remplit les marécages, ce n'est pas bon pour un bassin versant. Les marécages, on veut les garder. Hein? Il y a plein d'espèces végétales et animales qui utilisent les marécages pour se reproduire ou bien qui demeurent dans les marécages. Parlons maintenant d'un autre concept, la circulation océanique, l'eau de mer, l'eau des océans. C'est très, très, très important. C'est notre tapis roulant. Ça maintient le climat de la planète. C'est un régulateur de la température de la planète. On l'appelle souvent le tapis roulant océanique. C'est l'eau de mer qu'on retrouve. L'eau de mer a une concentration environ de 35 grammes en sel, là, de 35 grammes par litre. Donc, on retrouve du sel, du NaCl en grande quantité. Il y a d'autres sels minéraux aussi, là, mais c'est le sel qu'on retrouve en plus grande quantité. La circulation océanique est responsable de la survie de plusieurs êtres vivants. Ça brasse les sédiments, je vais en parler tantôt. Donc, en fait, retenez là, la vision globale, retenez que la circulation océanique, ça régule la température de la planète Terre, ça nourrit des êtres vivants parce que ça brasse des sédiments. Donc, c'est important de garder cette circulation-là comme elle est présentement. Donc, on ne veut pas voir cette circulation-là océanique qui ralentit, par exemple. Donc, ce qui assure la circulation de l'eau des océans, c'est la température de l'eau et la salinité. Nous avons fait des laboratoires en lien avec ça. On appelle cette circulation la circulation
pour température et aline pour la salinité. Les courants de surface et les courants de profondeur forment ensemble la circulation thermohaline. Donc, nous avons les courants de surface, nous avons les courants de profondeur, et ça va assurer cette circulation-là thermohaline. Donc, qu'est-ce qui se produit lors de la circulation océanique? Nous avons vu en laboratoire que plus l'eau de mer est chaude, plus sa masse volumique ou sa densité est faible. Et nous avons vu ceci en laboratoire. Nous avons vu que l'eau chaude se tenait au-dessus de l'eau froide lorsque nous avons fait notre mélange en laboratoire de l'eau chaude et de l'eau froide. L'analogie qu'on peut faire avec l'air, par exemple, l'air chaud, on sait que l'air chaud va toujours plus se tenir au plafond dans nos maisons et l'air froid va se tenir plus au plancher. Alors, nous avons que plus la mer va se réchauffer, à ce moment-là, la masse volumique de l'eau va diminuer et l'eau chaude a tendance à monter. Mais en même temps, ça fait comme gonfler les océans, cette dilatation thermique. Donc, par le fait même, ça fait augmenter là, le niveau d'eau, mais par dilatation thermique. Ce n'est pas un ajout d'eau, mais c'est la dilatation thermique. Plus l'eau de mer, par contre, est froide, plus sa masse volumique est élevée. Puis l'eau froide a tendance à descendre, comme on l'a vu tantôt sur le schéma. Maintenant, plus l'eau de mer est salée, plus sa densité ou sa masse volumique est élevée. Et à ce moment-là, ça permet à l'eau de plonger dans le fond des océans. Et ça, c'est bien, on veut ça. Parce que lorsque l'eau est salée, donc elle va vers le fond des océans, un peu comme le montre. On va aller voir le petit schéma. Nous l'avions fait en laboratoire lorsque nous avons mélangé de l'eau douce avec de l'eau salée. L'eau salée, c'est normal que sa masse volumique est plus élevée. Elle contient des particules, elle contient des minéraux, elle contient du sel. Alors, l'eau salée a tendance à se tenir au fond. Mais en fait, l'eau salée a tendance à aller vers le fond. Il y a un mouvement qui se fait là. La circulation va se faire de la façon suivante, c'est que lorsque l'eau salée va plonger dans le fond marin, par le fait même, elle va amener avec elle des sédiments. Et ces sédiments-là, ben, ça va révéler de la nourriture pour les organismes vivants dans l'océan. Donc, ça a un effet très, très positif. Moins l'eau de mer est salée, moins sa masse volumique est élevée. Alors, l'eau moins salée a tendance à rester en surface, comme on l'a vu tantôt, sur le schéma. Allons voir maintenant la notion de courant de surface, qui est toujours en lien avec la circulation océanique. Les courants de surface retenez, qui sont dus au vent et à la rotation de la Terre, qu'on appelle l'effet de Coriolis. Un exemple de courant de surface, c'est le Gulf Stream. On va aller le voir sur notre carte ici. Ici, j'ai la carte de l'Amérique du Nord. Alors, si on regarde le Gulf Stream, j'ai une carte de l'Amérique du Nord, mais ici, tout à droite, nous avons l'Europe. Alors, au niveau de l'équateur, ce courant-là de surface, c'est de l'eau chaude. Hein, ici, l'eau est chaude parce que nous sommes au sud, nous sommes à l'équateur. Alors, cette eau de surface-là, comme elle est chaude, va remonter vers, ici c'est le sud, donc va aller vers, oups, on ne met pas le sud avec un E, donc le sud, alors ça va remonter, cette eau-là, parce que la masse volumique de l'eau chaude est plus petite, donc ça va remonter vers le
nord. Donc, ça s'en vient en Amérique. On est dans l'Atlantique ici. On est dans l'Atlantique. En fait, ce courant-là du Gulf Stream sert à réchauffer notre océan Atlantique, l'Atlantique Nord. Il sert à réchauffer l'Atlantique Nord. Mais il est dévié. Hein? Donc, là, il va se refroidir. Mais il est dévié, il est encore chaud ici, puis là, il va se refroidir. Il envoie de la chaleur vers l'Europe. C'est pour cette raison qu'ils ont une température que c'est tempéré, c'est plus chaud que nous. Parce que nous, ben, ça ne permet pas de nous réchauffer étant donné qu'il est dévié. Mais là, il se refroidit au nord, ce courant-là de surface. Alors, il va redescendre parce que l'eau froide est plus dense. Il va redescendre vers les régions du sud et ainsi de suite. Alors, le cycle va se faire de cette manière-là. Ça, c'était pour notre courant de surface qui est le Gulf Stream. Donc, lui, principalement, qu'est-ce qu'il fait? Il réchauffe l'océan Atlantique Nord. Il réchauffe l'océan Atlantique Nord. C'est ce que le Gulf Stream fait. Vous comprenez que on n'a pas intérêt, c'est une boucle, hein? C'est une boucle. On n'a pas intérêt à modifier, à ce que la température de l'eau change, se modifie, parce qu'on n'aura plus les mêmes boucles qui vont se faire. Donc, on n'aura plus la même force avec laquelle la boucle va se faire, par exemple. Donc, il faut faire attention. Par exemple, si l'Amérique du Nord se réchauffe trop, donc c'est ici, on va avoir peut-être que le Gulf Stream va monter moins haut, et ainsi de suite. Alors, il va se refroidir plus bas. Alors, l'Europe, par exemple, pourrait ne plus être réchauffée par le Gulf Stream. Et l'Europe pourrait commencer à avoir un peu le climat que nous avons au Québec. Donc, nous allons ici au courant de profondeur. Alors, les courants de profondeur, eux, c'est dû à la différence de salinité, le sel, et à la différence de température. Donc, les courants de profondeur, en profondeur, l'eau circule en profondeur. Hein? Alors, elle circule, il y a une boucle qui se fait. L'eau, c'est, entre guillemets, c'est vivant. Il y a toujours un mouvement qui se fait. Il y a de l'énergie cinétique. Alors ici, on va avoir de l'eau salée qui va plonger dans le fond. On va avoir de l'eau froide qui va plonger dans le fond. L'eau froide, donc en fait, on va avoir de l'eau chaude qui va se retrouver en surface. Et parce que l'eau chaude, sa masse volumique, elle est plus petite, et lorsque l'eau chaude va monter en surface, alors elle va se refroidir et par la suite recaler dans le fond. Et dans le fond, on a le refroidissement, on va avoir une boucle, un cycle qui va se faire tout le temps au niveau du sud et du nord. Lorsqu'on prend par exemple le pôle sud et le pôle nord, on va avoir un réchauffement au pôle sud de cette eau salée-là, donc qui va remonter, mais dans un bassin, à même un bassin, c'est ce qu'on va retrouver, que l'eau salée plonge vraiment dans les fonds marins, l'eau froide aussi, ce qui permet aux sédiments de libérer de la nourriture pour une grande quantité d'organismes vivants. Donc, ce qu'il faut retenir, là, les courants de profondeur, c'est dû à la salinité et à la température. Et ça, je vais en reparler avec les glaciers et les banquises. Alors, les glaciers et les banquises, dernier concept que nous voyons pour la préparation de l'univers Terre-Espace, de l'examen pour la partie univers Terre-Espace. Nos glaciers et nos banquises, alors eux sont une source d'eau douce. On ne veut pas les perdre. On ne veut pas que ces glaces-là, de glaciers ou de banquises, se mettent à fondre. Alors pour le glacier, nous savons, il faut l'apprendre par cœur, qu'il est sur la terre, lui, alors que la banquise, c'est sur l'eau. Nous avons d'ailleurs fait un petit labo dans lequel on retrouvait de l'eau et un glaçon. Donc, on avait
fait fondre notre glaçon, et nous avions constaté que le niveau d'eau n'avait pas changé, puisque la banquise occupe déjà un volume dans l'eau. Alors, ce qu'il faut retenir au niveau de l'élévation du niveau de la mer, le glacier, lui, il est sur terre, donc lorsqu'il va fondre, ça va s'écouler justement par les niveaux d'eau élevés à moins élevés, ça va s'écouler dans les océans et vous allez avoir par le fait même une augmentation du niveau de la mer. Donc, on retient que la fonte des glaciers, ça augmente le niveau de la mer. Par contre, au niveau de la banquise, comme elle occupe déjà un volume dans l'eau, ça ne contribue pas à augmenter le niveau de la mer. Ensuite, lors de la fonte du glacier, c'est de l'eau douce qui va se retrouver dans la mer et on ne veut pas diminuer la salinité de l'eau. On ne veut pas diluer la salinité, la concentration en sel de l'eau de mer. On veut la garder salée. Mais lorsque l'eau douce d'un glacier se retrouve dans la mer, on diminue la salinité de l'eau. Et là, l'eau va avoir un pouvoir moins plongeant dans les fonds marins. Par le fait même, on va avoir moins de sédiments qui vont libérer de la nourriture pour les organismes vivants. Donc, l'eau douce a une masse volumique inférieure à celle de l'eau, on le sait, ça, de l'eau salée. Il y aura diminution de la salinité, donc elle va moins plonger dans le fond marin, cette eau-là. De plus, lors de la fonte du glacier, on a que les rayons du soleil ne seront plus réfléchis sur la glace. Il y aura donc augmentation de la température de la Terre. Lorsque la glace peut réfléchir de l'énergie, ça fait en sorte que la Terre va en absorber moins. Donc, le rayon lumineux sur la glace a une surface beaucoup mieux pour faire réfléchir les rayons du soleil, mais pas la Terre. La Terre, elle va donc en absorber plus, la Terre. Elle va absorber les rayons du soleil un peu plus. Je vais terminer avec le glacier. On peut voir aussi lorsqu'il y a la fonte des glaciers, la disparition des villes côtières comme la Nouvelle-Orléans. Tout ce qui est construit sous le niveau de la mer est appelé à disparaître lorsque les glaciers vont disparaître. Bien entendu, on aura des inondations. Ça peut créer des nouvelles voies qui sont navigables, en bateau par exemple. Ça diminue l'effet albédo. En fait, l'effet albédo, j'ai oublié de le mentionner tantôt, c'est le pouvoir de faire réfléchir les rayons lumineux. Alors, lorsque le glacier fond, ce pouvoir-là, l'effet albédo, diminue parce qu'on peut faire, donc il y a moins de rayons du soleil qui vont être réfléchis. Donc, l'effet albédo va diminuer. Donc, ça, c'est pour les glaciers qui vont fondre. Pour la banquise, lors de la formation, on veut que la banquise se forme. On retrouve du sel qui va être rejeté dans l'eau parce que c'est l'eau de mer qui va geler. Puis ça va faire comme une séparation. Ça va séparer l'eau douce du sel et juste en dessous de la banquise qui se forme dans l'eau, on retrouve ici de l'eau saumâtre qui est un petit peu moins salée que l'eau salée des mers. Mais c'est comme si au fur et à mesure que le glacier va se former, il y a un rejet de sel. Et ça, on veut ça. On veut retrouver de plus en plus de sel dans l'eau. Par le fait même, l'eau salée a une masse volumique plus élevée. Elle va plonger pour aller déloger des sédiments qui vont qui vont révéler de la nourriture pour les organismes marins. Donc, sur laquelle elle flotte, ce qui contribue à la boucle thermohaline, bien entendu. Donc, ça va vraiment... Donc, notre circulation océanique, on va avoir vraiment un mouvement de l'eau salée qui va vers le bas, et ainsi de suite. En effet, l'eau salée est plus dense et tend à plonger vers le fond des océans, puis l'eau salée se trouvant sous la banquise est de l'eau saumâtre. Elle est un peu moins salée que l'eau de mer.
Lors de la lors de la fonte de la banquise, il y aura diminution de l'effet albédo. Même chose qu'on a vu tantôt. Donc, ça veut dire que le pouvoir de faire réfléchir va diminuer. Et on sait que l'eau absorbe plus la chaleur que la glace. Oui, l'eau peut faire réfléchir quelques rayons, là, mais pas autant que la glace. Alors, le pouvoir réfléchissant de la glace de la banquise, il va être diminué là, parce qu'il n'y aura plus de banquise. Cela va contribuer à faire augmenter la température de l'eau et ça, on ne veut pas ça. Donc, on risque de diminuer de faire en sorte que toute cette circulation-là océanique ait moins de force, soit diminuée, etc. Donc, il y a beaucoup d'impact. On voit ici, je peux me répéter, là, mais les impacts liés à la fonte des glaciers et des banquises et de la banquise, donc la perturbation de la circulation thermohaline, on l'a mentionné tantôt, donc si l'eau devient moins salée parce qu'il y a plus d'eau douce, l'eau douce a une masse volumique qui est plus faible, donc on va avoir un mouvement dans les fonds marins qui va être amoindri, qui va être moindre. Si nous avons la température de l'eau aussi qui est plus élevée, même chose. Donc on va perturber cette circulation océanique-là. Le déplacement ou la disparition des espèces par le fait même, il y a des espèces animales et végétales qui vont disparaître ou qui vont se déplacer. L'ouverture de nouvelles voies navigables, donc si nous avons des banquises qui empêchent la circulation, eh bien à ce moment-là, les bateaux vont pouvoir circuler. La diminution de l'effet albédo, donc le pouvoir réfléchissant de la glace va être diminué, donc on n'en aura plus, en fait, il va disparaître. Donc la diminution de l'effet de l'albédo ou de la surface réfléchissante de la Terre. Alors, ça termine la révision pour l'univers Terre-Espace, la révision de fin d'année. Donc, vous pouvez aller sur le site de patiosciences.com pour les documents et pour voir cette vidéo.